Salut! J'espère que votre petite rentrée se passe bien et que les vidéos sont pas mal. Aujourd'hui, moi je vais vous présenter le cours de protection des données de santé, qui est un cours de santé numérique qui est dispensé par le professeur Stacchini. Dans ce cours, on va voir 6 points différents. Et on va commencer tout de suite par le premier. Donc dans ce premier point sont les concepts et les champs légaux d'application, on va voir plein de définitions différentes que le professeur veut vraiment que vous appreniez. On va donc commencer tout de suite par ce que c'est qu'une donnée à caractère personnel. Une donnée à caractère personnel, c'est toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée de manière directe ou indirecte. Ça peut être par exemple un numéro de sécurité sociale, un numéro d'ordre renvoyant à une liste nominative même établie sur papier, un prélèvement biologique, un identifiant, enfin bref, plein de choses qui peuvent identifier de manière directe ou indirecte une personne. Donc faut faire attention. Ensuite, on définit ce que c'est que l'utilisation des données. Donc, l'utilisation des données, il faut y faire attention parce que ces informations médicales personnelles, c'est une ressource essentielle dans les domaines de l'épidémiologie, de la maîtrise des dépenses de santé, du commerce, des assurances. C'est parce que ces données, elles intéressent beaucoup de monde qu'elles doivent être vraiment protégées. Donc, par exemple, les épidémiologistes, ils font des études pour l'intérêt de l'ensemble de la population. Cependant, ils n'ont pas de malades et ils n'ont donc pas à savoir qui est qui. Ça, c'est le principe du secret médical que vous voyez en éthique. Ce secret médical, on peut le partager, mais avec des personnes spécifiées. Ce sont les ordonnances de 1996 qui précisent qu'en dehors des soignants, seuls les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale et les médecins conseils ont accès au secret médical. Ça, c'était pour des principes que vous allez voir en éthique aussi, vous inquiétez pas. Maintenant, on passe sur le traitement des données. Mais avant de voir ça, il faut préciser ce que c'est un fichier. Un fichier, c'est tout ensemble structuré et stable de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés. Voilà, apprenez cette définition. Maintenant, la notion de traitement des données, c'est des opérations ou un ensemble d'opérations portant sur des données personnelles, quel que soit le procédé utilisé. Donc il y en a plein, mais il y a par exemple des constitutions de fichiers, de bases, toute procédure de télétransmission d'informations, quel que soit le moyen de télécommunication, donc des réseaux, la carte vitale, internet, il y en a beaucoup, mais vous inquiétez pas. On peut voir aussi maintenant le traitement informatique. Le traitement informatique, c'est principalement une catégorisation et une concentration de données importantes. Pour ça, il existe donc un très grand danger, parce que s'il y a une brèche informatique, on peut avoir accès à toutes les informations en même temps. Et ça, faut vraiment le protéger. Maintenant, le professeur Stacchini a voulu définir la notion de responsable et destinataire. Donc d'un côté, on a le responsable. Mais c'est qui le responsable? Eh bien, c'est la personne, l'autorité publique, le service ou l'organisme qui détermine les finalités et les moyens nécessaires à sa mise en œuvre. Et ça, c'est établi où? Eh bien, sur le territoire français. D'un autre côté, on a le destinataire. Mais c'est qui le destinataire? Eh bien, c'est toute personne habilitée à recevoir une communication des données, autre que la personne concernée, le responsable du traitement, le sous-traitant, et les personnes qui, en raison de leur fonction, sont chargées de traiter les données. Je vais vous expliquer tout ça. On ne peut pas être responsable et destinataire à la fois. Par exemple, si vous écrivez un article, vous êtes au courant du contenu de l'article, donc comme vos collaborateurs, et vous êtes donc pas des destinataires. Et vos collaborateurs non plus sont pas des destinataires. Lorsque l'article y sera publié, ce seront tous les lecteurs qui seront des destinataires. Voilà, j'espère que ça vous aide, mais sinon, vous revoyez la vidéo ou vous relisez ma fiche, et ça passera tout seul. On passe maintenant sur les données médicales qui sont différentes des données de santé, comme vous pouvez le voir. L'expression données médicales, elle se réfère à toutes les données à caractère personnel relatives à la santé d'une personne.
Elle se réfère également aux données ayant un lien manifeste et étroit avec la santé ainsi qu'aux données génétiques. Vraiment des données par rapport à la santé médicale donc. Cette fois-ci, ce qu'on appelle données de santé, c'est des données relatives à, par exemple, des origines raciales, à l'opinion politique, à la vie sexuelle, et ce sont des données sensibles dont le traitement est en principe interdit, mais il y a des dérogations qui existent. Donc, il y a plusieurs dérogations que vous pouvez voir dans ma fiche, mais je vais pas vous les détailler ici parce que c'est pas le plus important. Ça y est, on a enfin fini toutes ces définitions. Maintenant, on passe sur le cadre légal. Le cadre légal, on va le voir en France et en Europe. Donc en France, il y a surtout la loi du 6 janvier 1978 qui est la loi informatique, fichiers et liberté. Celle-là, faut vraiment la retenir de la IFL parce que dans le chapitre juste après, on va voir ces 5 grands principes. Donc cette loi, elle est relative au développement, à l'utilisation et à la protection des fichiers informatiques et manuels. Parce qu'elle est vieille cette loi, donc avant il y avait des fichiers manuels. Avec cette loi, il y a eu l'institution de la SNIL. C'est la Commission nationale informatique et liberté. C'est une autorité administrative indépendante qui est chargée de veiller au respect de la loi. Et donc, elle protège la vie privée et les libertés individuelles ou publiques. Du côté de l'Europe, on a des recommandations du Conseil de l'Europe du 3 janvier 1981 qui est relative aux banques de données médicales et automatisées. Sinon, on a des directives du 24 octobre 1995. Elles visent à réduire les divergences entre les législations nationales sur la protection des données personnelles au sein de l'Europe. En gros, avec cette directive, ils ont voulu un peu tout harmoniser. Mais on a vu qu'il y a quand même des différences entre la France et l'Europe. Donc il faut bien faire la différence. Enfin, en Europe, on a aussi le règlement de la protection des données, qui est le RGPD du 25 mai 2018, qu'on revoit un peu tout à la fin de la vidéo, si tout se passe bien. Donc on a vu qu'en France, on avait la loi IFL, loi informatique, fichiers et liberté. Elle possède 5 grands principes. On regarde le premier qui est par rapport à la protection des données. Donc pour la protection des données, on a une confidentialité des informations. C'est-à-dire qu'il y a seuls ceux qui sont habilités dans les conditions normalement prévues qui ont accès à ces informations. Ensuite, on a l'intégrité des informations. Donc les informations, elles sont modifiables que par ceux qui sont autorisés à modifier dans les conditions d'accès normalement prévues. Enfin, pour la protection des données, on voit aussi qu'il y a une disponibilité des informations. Donc les informations, elles peuvent en permanence être employées par les utilisateurs habilités dans les conditions d'accès et d'usage normalement prévues. Ensuite, avec la loi du 6 janvier 1978, qui est donc la loi IFL qu'on est en train de préciser en ce moment, on nous dit que tout fichier informatisé nominatif de façon directe ou indirecte doit être déclaré à la CNI. Le déclarant, il doit spécifier les objets de la banque de données, l'organisme de conservation, l'organisme de production, bref, il doit spécifier plein de choses, mais on y différencie 2 types de déclarations, les déclarations normales et les déclarations simplifiées. Donc sur le diapo, on voit que dans la déclaration normale, l'article précise tout ce qu'il doit avoir dans la déclaration. Et par rapport à cette déclaration, il y a des mesures obligatoires de protection des fichiers informatiques qui en découlent, comme l'identification et l'authentification des utilisateurs, la définition des droits d'accès et d'utilisation, l'encryptage et la surveillance des connexions. Il y a aussi la protection des fichiers, la sauvegarde, la sécurité contre les virus et le piratage, et l'alimentation électrique constante et protégée pour pas perdre les fichiers. Tout ça, c'est vraiment pour protéger toutes ces déclarations qu'on voit. Ensuite, on a la déclaration simplifiée. Donc la SNIL,
elle peut adopter des normes simplifiées pour les traitements les plus courants dont la mise en œuvre n'est pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés. Donc si c'est moins dangereux, eh ben, on fait des trucs plus simples pour simplifier la vie de tout le monde. Donc il existe aujourd'hui 54 normes qui sont disponibles sur le site de la SNIL et le professeur il en met des exemples. Donc il y a par exemple une norme sur la gestion des pharmacies, sur la gestion du personnel, sur les utilisations de services de téléphonie fixe et mobile, sur les lieux de travail, enfin bref, plein de choses. Il y a des petits exemples dans ma fiche. Mais vous inquiétez pas, c'est pas le plus important. On continue sur les principes de la loi IFL. Maintenant, on a la finalité. Donc, pour les fichiers informatiques, il faut qu'une finalité qui est déterminée, explicite et légitime soit spécifiée. Donc, les données traitées, elles doivent être adéquates, pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont collectées. Vraiment, s'il y a un détournement de finalité, donc si une donnée, elle est collectée, mais qu'elle est utilisée pas pour le but qui a été spécifié auparavant, donc pour la finalité qui a été spécifiée auparavant, eh ben, la SNIL, elle peut sanctionner pénalement la personne qui détourne la finalité. Et c'est par exemple pour dire vraiment 5 ans d'emprisonnement maximum, 300 000 euros d'amende. Mais bref, ça, on s'en fiche des valeurs, il faut juste retenir que on peut être sanctionné pour un détournement de finalité. C'est vraiment très très protégé. On continue encore sur les principes de la loi IFL. Donc, bien sûr, on est sur le chapitre protection des données. Il y a bien sûr une obligation de sécurité. Donc, il appartient au responsable du traitement de prendre toutes les précautions utiles au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement pour préserver la sécurité des données et notamment empêcher qu'elles soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès. Il y a vraiment toute cette protection que celui qui traite les données, il doit y faire attention. Enfin, c'est logique, mais c'est bien précisé dans la loi IFL. Et c'est dans le principe que le professeur Stachini veut vous montrer. Donc il y a une obligation qui pèse sur ce responsable de traitement. Vraiment, faut y faire super super gaffe. Enfin, dans les principes de la loi IFL, on a un principe qui est sur le droit des personnes. Logique, c'est nos données personnelles, donc on a plusieurs droits par rapport à ces données. Donc il y a le droit à l'information préalable, les consentements éclairés, le droit de curiosité, le droit d'accès direct et indirect, le droit de rectification et le droit à l'oubli. Donc par exemple, le droit à l'oubli, c'est que la durée de conservation pour une donnée personnelle, elle est limitée. Et elle est en adéquation avec la finalité qui a été établie, dont on a parlé dans les principes de la loi, juste avant. Et du coup, la durée de conservation, elle doit être mentionnée dans le dossier de formalité et limitée. Donc, vraiment, nos données, elles sont pas gardées indéfiniment. On a aussi, par exemple, pour des raisons légitimes, sauf si le traitement y répond à une obligation légale, un droit d'opposition. Donc on peut s'opposer au traitement de nos données. Enfin, on a plein de droits des personnes et c'est un peu plus précisé dans ma fiche, mais là c'est pas le plus important. À ce stade-là, on a fait la plus grosse partie du cours. Donc il y a beaucoup de définitions, mais il y a tout qui est assez logique. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à bien lire ma fiche, à revoir la vidéo et même à relire la fiche plein d'autres fois pour essayer de bien comprendre au départ et d'après apprendre. Maintenant, on va passer à une partie sur l'accès au dossier médical. Donc, ce dossier médical, il faut qu'il y ait des mesures de protection. Donc, quand on parle de protection des données médicales, c'est par exemple faire attention à une suppression des feuilles de température et des prescriptions du lit des malades. Enfin, ce serait bête d'enlever les fiches du lit et qu'elles soient plus là, quoi. Donc il y a des mesures de protection des informations nominatives au niveau du circuit et du stockage du dossier médical. Donc on supprime les éléments nominatifs ou distinctifs. Il y a aussi une procédure de destruction des documents nominatifs. Ensuite, on peut voir à qui appartient le dossier médical. Et bien ça, c'est défini par, en partie, la loi du 4 mars 2002, qui est dite Kouchner,
que vous revoyez en éthique et qui est importante. Donc, le dossier médical, il appartient au patient, mais il appartient aussi au médecin et l'établissement qui sont copropriétaires du dossier médical. Voilà. Ensuite, on a le droit à un accès au dossier. On peut donc définir qui a accès au dossier. Donc, avec toujours la loi du 4 mars 2002 qui est dite Kouchner, le patient lui-même a accès à son dossier médical de manière directe. Il y a ensuite la personne de confiance, qui peut être un parent, un proche, un médecin, qui y ont accès. Et, on peut avoir aussi les ayants droit d'un patient décédé sur certaines conditions, le médecin libéral et les médecins du service public hospitalier qui soignent le malade pour avoir une continuité des soins. Donc un médecin qui vous récupère comme ça à l'hôpital, eh bien il a le droit d'avoir accès à votre dossier pour vous soigner. Lui, il y a accès. Maintenant, avec mon petit schéma sur la demande d'accès au dossier, on va reparler de cette loi du 4 mars 2002. Donc elle a posé le principe de l'accès direct du patient à l'ensemble des informations de santé le concernant. Et ce principe, il a été repris dans l'article 43 de la loi IFL. Donc, l'accès direct du patient, s'il y a un délai de communication entre 48 heures et 8 jours, et si les données, elles ont plus de 5 ans, eh ben, le délai, il est reporté entre 48 heures et 2 mois. Voilà, ça c'est mon petit schéma récap qui est sur le diapo. Maintenant, on peut passer à la partie communication des données. Donc le dossier médical, il contient au moins les éléments suivants, ainsi classés. Donc en premier, on a les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans l'établissement, lors de l'accueil au service des urgences ou au moment de l'admission et au cours du séjour hospitalier. En deuxième, on a les informations formalisées établies à la fin du séjour. Et en troisième, on a les informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant les tiers qui ont donné les informations. Et les seules informations communicables, c'est les informations du 1 et du 2. Ok? Ça va. C'était la partie sur le dossier médical. Maintenant, on va voir les autres dispositions qu'on a en France pour protéger toutes nos données. On a donc le SIL, qui est le correspondant informatique et liberté, qui est défini depuis la refonte de la loi du 6 janvier 1978 en 2004. Donc cette refonte en 2004 d'une loi plus vieille. Bref. La nomination du SIL, elle permet un allègement des formalités, donc il y a tout qui se fait plus simplement, et la désignation est facultative et ouverte à tout responsable de traitement. Ce SIL, il a un rôle de conseil, donc il est saisi pour avis avant la mise en œuvre de tout nouveau traitement et il prépare les dossiers de formalité pour les traitements à risque. Il a un rôle de recommandation, il traduit les termes de la loi en règles internes ou codes de conduite propres au secteur d'activité. Il a aussi un rôle de médiation, donc il reçoit les plaintes et les requêtes des personnes concernées par les traitements, notamment par rapport au droit d'accès. Il a aussi un rôle d'alerte, ça c'est très important parce qu'il informe le responsable de traitement des manquements constatés. Et il a enfin un rôle d'information parce qu'il dresse un bilan annuel qui est le reflet de son action. Voilà, ça c'est le SIL. Maintenant, on peut passer à un petit récap. Donc dans ce récap, d'abord on voit que le Code de la santé publique, on a 2 obligations importantes et 2 droits importants. On a l'obligation de confidentialité des données médicales, un droit d'être informé, un droit d'accéder à nos informations et une obligation d'assurer la sécurité du stockage des données. Ça, c'est à retenir. Ensuite, pour un petit récap, encore une fois, on a les 5 points clés de la loi IFL. C'est quoi ces 5 points clés? Eh bien, c'est la finalité. Donc, les données recueillies, elles sont recueillies dans un but précis et préalablement défini. On a aussi une proportionnalité et une pertinence, donc les informations pertinentes et nécessaires au regard des objectifs seulement sont utilisées. On a la durée de conservation qui n'est pas indéfinie, donc on a vu la durée de conservation, elle est par rapport à la finalité.
On a aussi une sécurité, donc il y a des mesures qui sont prises qui sont nécessaires pour garantir la sécurité des données. Et enfin, on a un droit des personnes, donc le droit d'information, d'accès, de rectification, de suppression, un droit d'opposition ou de consentement sur les données qui nous concernent. Ça, c'était pour le récap. Et vraiment, en toute dernière partie, on a des évolutions qui sont proposées par le professeur Stacchini. Donc on a 3 textes de loi, je dirais, voilà. Donc on a le complété du 7 octobre 2016 qui s'appelle République numérique, qui nous spécifie plein de nouvelles choses qui n'étaient pas forcément spécifiées. Donc on a un droit à l'oubli pour les mineurs, une mort numérique, donc il y a des directives d'une personne un peu comme les directives quand on meurt mais dans la vraie vie, on peut faire pareil pour nos données. On a une portabilité des données, et en cas de violation des données, on a une obligation d'information des personnes concernées. Sinon, il y a un montant maximal des sanctions porté à 3 millions d'euros. C'est beaucoup, faut faire attention vraiment à nos données. Ensuite, on peut voir le chapitre 9 de la loi IFL, qui est désormais applicable en matière de recherche, d'études ou d'évaluation dans le domaine de la santé, en complément d'une loi, mais elle n'est pas du tout précisée. Donc, on sait qu'il y a 2 grandes catégories de recherche, une qui implique la personne humaine et une qui implique les recherches, études et évaluations qui n'impliquent pas les personnes humaines. Donc, ces traitements de données à caractère personnel ayant pour finalité les recherches, que ce soit les 2 types de recherches, ils doivent être soumis à l'autorisation de la CNIL. Voilà. Et en tout dernier, on a les nouveautés RGPD de 2018, donc on a des formalités allégées, accountability, bref, on va pas parler anglais. On a une désignation d'un délégué à la protection des données pour certaines entreprises, une garantie de la protection des données par défaut ou dès la conception, une étude d'impact sur la vie privée, un signalement des violations des données. Donc ça précise qu'en cas de violation des données, il y a obligation de prévenir la personne concernée par exemple. Voilà, c'est fini. C'était bien long, j'espère que vous êtes toujours là, sinon faites des pauses vraiment, vous inquiétez pas, prenez ça tranquille. C'est que la toute rentrée. Nous, on vous voit à l'EB1, enfin l'EB4 du coup, parce qu'on continue les chiffres. Continuez sur votre lancée, vraiment, on vous souhaite tous un bon semestre avec nous et bon courage. Bisous!